Oyez, oyez, peuple de Konoha, j'espère que vous allez bien. De mon côté, comme vous le savez déjà, c'est toujours un plaisir de vous accueillir ici, sachant qu'aujourd'hui, on s'attaque à un anime qui m'a intrigué dès le départ, j'ai nommé Hell's Paradise. Puisque, en effet, avant sa sortie, il faisait déjà parler de lui. Et autant dire que l'attente chez les fans était tout bonnement palpable. Et lorsque les deux premiers épisodes sont enfin arrivés, ils ont semblé combler pas mal de leur attente. On pouvait noter que l'enthousiasme était bien là et que l'envie de découvrir la suite aussi. Pourtant, aussi rapidement qu'il a su capter l'attention, Hell's Paradise s'est peu à peu effacé des conversations, comme s'il avait lentement glissé dans l'oubli. Et c'est ce silence qui m'a intrigué au point de me demander, est-ce que Hell's Paradise méritait vraiment un tel désintérêt? Alors, pour commencer, on va mettre un petit peu de contexte. Hell Paradise nous plonge dans un Japon féodal où des criminels condamnés à mort sont envoyés sur une île mystérieuse pour retrouver un élixir d'immortalité. Et cette mission est commanditée par le shogun lui-même, offrant une récompense de taille, la grâce totale pour celui ou celle qui réussira. Et pour s'assurer du bon fonctionnement de cette mission, chaque criminel sera accompagné d'un bourreau chargé de le surveiller. Et parmi tous ces personnages, on va surtout suivre Gabimaru, un ninja redoutable accompagné de son exécuteur, j'ai nommé Sagiri. Et ensemble, ils vont nous entraîner à la découverte des secrets et des nombreux dangers de cette île. Alors, avant de rentrer dans les détails, j'aimerais revenir sur ce qui m'a marqué dès le départ, c'est-à-dire le début de la série. Et ce que j'ai particulièrement aimé avec les deux premiers épisodes de Hell's Paradise, c'est que la partie exposition fonctionne vraiment bien. On est rapidement plongé dans l'univers et surtout, on découvre les deux personnages principaux de manière progressive et intelligente. Alors, à partir du premier épisode, on commence par suivre Gabi Maru qu'on retrouve au bord de l'exécution pour la énième fois. Et c'est à ce moment-là qu'entre en scène Sagiri, bien décidé à comprendre pourquoi il refuse de mourir. Les premiers épisodes se concentrent donc sur lui, on découvre ses capacités, mais aussi les raisons profondes qui le poussent à rester en vie. Et ce que j'ai trouvé particulièrement malin, c'est la manière dont tout cela nous est dévoilé, puisque en effet, on apprend qu'il reste en vie pour sa femme, et contrairement à d'habitude, son visage ne nous est pas tout de suite montré. Au fur et à mesure que Sagiri va apprendre à le connaître, le spectateur découvre aussi des fragments de sa relation avec sa femme et le visage de cette dernière se dévoile petit à petit jusqu'à ce qu'on le voit enfin. Et un point intéressant, c'est que chaque partie du visage de sa femme s'accompagne d'un nouvel aspect de Gabimaru qui tranche avec son surnom Gabimaru le vide. C'est certes un petit détail narratif, mais c'est ce qui rend le tout bien plus percutant. Le deuxième épisode, quant à lui, met davantage en avant Sagiri. On en découvre un peu plus sur sa psychologie à travers des flashbacks et des scènes métaphoriques qui approfondissent son rapport à la mort, directement lié à son rôle de bourreau. C'est aussi un épisode qui nous permet de ressentir toute la pression qui pèse sur elle, à la fois en tant qu'héritière et en tant que femme. Même si je trouve que ces deux aspects sont abordés de manière assez légère, ils ajoutent tout de même un bon début de complexité à son personnage. Résultat, ces deux premiers épisodes réussissent leur exposition et donnent une vraie envie de voir la suite. On découvre d'abord les protagonistes principaux de manière progressive et intelligente, ce qui donne une vraie profondeur au personnage et nous accroche dès le départ. Et dans la continuité, on pose les bases de l'expédition vers l'île mystérieuse. Tout est fait pour susciter notre curiosité. On se demande à quoi elle ressemble, ce qu'on va y trouver et est-ce que l'histoire va vraiment se transformer en véritable survival game. Alors maintenant, on va parler de la partie consacrée à l'arrivée des bourreaux et des prisonniers sur l'île. Et très honnêtement, c'est une partie qui me laisse perplexe parce que pour moi, elle rentre en totale contradiction avec ce que nous proposaient les deux premiers épisodes. Là où la série prenait son temps avec une narration plutôt progressive et réfléchie, ici on bascule dans quelque chose de beaucoup plus brut et surtout de beaucoup plus rushé. C'est précisément ce changement de rythme qui, pour moi, casse complètement la promesse du début. Personnellement, je m'attendais à un vrai survival game, un format qui prend le temps de nous montrer les personnages en situation afin qu'on puisse réellement comprendre leurs capacités, leurs forces, mais aussi leurs failles, qu'elles soient physiques ou même morales. Mais au final, certains se font éjecter de l'intrigue à une vitesse hallucinante, au point d'avoir moins de temps d'écran qu'un figurant dans One Piece,
alors qu'on nous avait vendu ces personnages comme étant des êtres d'exception. On ne voit rien de leur affrontement, rien de leur dynamique bourreau-prisonnier, rien finalement qui nous permettrait de les définir. Résultat, plus de la moitié du casting n'a droit à une vraie construction. Et forcément, quand ces personnages disparaissent, il n'y a ni tension, ni émotion, et donc aucun impact. Et même lorsque la série semble vouloir revenir à quelque chose de plus progressif, notamment en passant par certains duos pour nous faire découvrir l'île, là encore, le tout est rushé. Et quand je dis ça, je pense surtout au duo Yuzuhira et Senta. Parce qu'on est face à un binôme qui, sur le papier, coche toutes les cases. Ils ont mené des expériences sur l'île. Ils ont documenté leur expérience. Ils ont trahi d'autres duos et surtout, ils ont joué le jeu du survival game jusqu'au bout. Et honnêtement, c'est exactement le type de duo qu'on aurait aimé avoir comme vitrine pour cette première partie du récit. Sauf que malheureusement, toute leur aventure se passe hors caméra. Et quand ces personnages croisent enfin la route de Gabimaru, leur épopée, elle est déjà terminée. De fait, au lieu de nous montrer ce qu'ils ont vécu, la série choisit plutôt de nous le raconter, mais au sens propre. C'est-à-dire que les personnages vont débiter comme s'ils étaient dans un journal télévisé. On a fait ci, on a fait ça, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Et pour moi, c'est là que la série passe à côté de quelque chose de super important, pas forcément en termes d'action pure, mais en termes d'immersion et de construction narrative. Parce qu'en ne nous faisant jamais vivre ces moments-là, Hell's Paradise nous empêche tout simplement de nous investir dans la série, mais surtout dans la découverte de l'île. Alors, malgré tout ce que j'ai pu dire jusque-là sur la série, il y a quand même un élément qui fonctionne plutôt bien dans Hell's Paradise, et c'est l'île en elle-même. On pourrait presque la considérer comme un personnage à part entière. Et même si sa présentation reste à mon sens, et encore une fois, beaucoup trop abrupte, il y a une vraie progression dans ce qu'on apprend sur elle. On commence d'abord par découvrir une flore étrange, fascinante, et qui a quelque chose de presque d'enchanteur. Mais petit à petit, cet enchantement laisse place à quelque chose de beaucoup plus dérangeant. On découvre alors une faune complètement difforme, avec des insectes monstrueux, des animaux hybrides qu'on pourrait qualifier de chimères, composés à la fois de parties humaines et de parties animales. Et là, on commence à se poser de vraies questions. D'où viennent ces créatures? Qu'est-ce qui permet à un tel écosystème d'exister? À ça ajoute tout l'aspect onirique de l'île, notamment avec ses statues inspirées de différentes religions et de différentes cultures. Et là, on se retrouve avec de nouvelles questions. Qui est derrière tout ça? Et surtout, est-ce que cette île est un paradis ou alors tout simplement l'enfer? Ça y est, je vous ai partagé tout mon ressenti sur Hell's Paradise saison 1. Maintenant, je vous laisse évidemment me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais on va pas se quitter là-dessus. Vous le savez, il reste une question importante à laquelle il faut répondre. Est-ce que Hell's Paradise méritait de tomber dans l'oubli de cette manière? Et honnêtement, je pense comprendre comment c'est arrivé. Dans un premier temps, il y a le fait que cet anime a de très bonnes idées, mais souvent, leur exécution laisse à désirer et à force, on peut facilement décrocher. Et ces points-là, nous les avons abordés en long et en large tout au long de la vidéo. Mais il y en a un deuxième tout aussi important qu'on pourrait même qualifier de malédiction, c'est le poids du studio MAPPA. Aujourd'hui, lorsqu'on entend ce nom, on s'attend à quelque chose de très fort visuellement, comme l'a été Shingeki no Kyojin à son époque, ou alors comme Jujutsu Kaisen aujourd'hui. Et sur ce point-là, Hell's Paradise malheureusement reste dans la moyenne, sans se démarquer dans une époque où l'animation et la mise en scène comptent énormément dans la popularisation d'une œuvre. Ça y est, nous avons donc répondu à cette fameuse question qu'on s'est posée au début. Maintenant, on peut légitimement se demander est-ce que la suite va venir corriger
tous les soucis qu'on a évoqués tout le long de cette vidéo, mais aussi renforcer tous les points forts qu'elle possède déjà. Et c'est ce que nous allons découvrir incessamment sous peu avec l'arrivée de la saison 2. Et comptez sur moi pour revenir ici en parler avec vous. Et d'ici à ce que cela arrive, bien évidemment, ça ne bouge pas. Je vous souhaite une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.